Bonjour. Alors aujourd'hui, on va poser une question qui semble complètement annexe. Pourquoi je vous appelle mes ouailles? Alors vous avez dû remarquer, il y a pas mal de profs qui disent mes ouailles, nos ouailles, etc. Alors pourquoi on dit ça? Qu'est-ce que c'est que des ouailles d'abord? Alors les ouailles, c'est des brebis. Donc c'est bien, hein, pour une fac comme Villetaneuse, il y a des brebis plein le campus, donc c'est pas si mal. Mais en fait, bon, c'est pas ça l'idée. Effectivement, c'est des brebis au sens un peu religieux. Vous voyez, les brebis, le pasteur avec ses brebis, toutes les métaphores d'agneaux et de brebis que vous avez dans la religion catholique. Donc vous dites, qu'est-ce que ça vient faire cette histoire dans une fac qui est parfaitement laïque et qui insiste beaucoup pour l'être. Donc, bah, écoutez, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et cette question idiote, pourquoi je vous appelle mes ouailles, elle a une vraie réponse et elle n'a rien de religieux. Pour ce faire, je vais partager mon écran et vous présenter. Donc, je partage, voilà, j'enlève ça et je vous présente Eliane Viennot, si j'y arrive. Voilà. Qui est Eliane Viennot? Je pense que vous connaissez très bien cette Eliane Viennot. C'est quelqu'un qui est spécialiste de Marguerite de Valois. Attendez, ce machin me gêne, voilà, j'enlève, pour que vous puissiez vous concentrer sur elle. Voilà. Donc, Eliane Viennot, il y a 3 ou 4 ans, elle est spécialiste de Marguerite de Valois, c'est la reine Margot, hein. Vous voyez, Isabelle Adjani, couverte de sang, bon, tout ça c'est du roman, mais elle est spécialiste d'histoire et de littérature du XVIe siècle, et elle a notamment beaucoup travaillé, non seulement sur Marguerite de Valois, mais très vite dans sa carrière sur les femmes au XVIe siècle. Elle a commencé à beaucoup réfléchir sur des tas de choses, et notamment sur la langue. Et il y a eu une espèce de convergence, c'est-à-dire que moi j'ai écrit à un moment ce bouquin, c'est voilà, Dis papa, c'était quoi le patriarcat? Alors, le livre n'est pas du tout centré sur la question de la langue, particulièrement pas au XVIe siècle, hein, évidemment, mais malgré tout, dans ce livre, je posais la question de la dénomination permanente qui consiste à dire l'homme. Alors, au départ, on met un H, évidemment, l'homme, musée de l'homme avec un grand H. L'idée, c'est que le grand H, ça veut dire les hommes et les femmes, alors que petit H, ça voudrait dire ben quoi exactement, hein? Au départ, uniquement les hommes, par opposition aux femmes, puisqu'on est dans une société horriblement genrée, où vous avez vraiment une opposition homme-femme extrêmement forte, binarisme de folie. Et ça, c'est un thème qu'on aurait dû aborder plus sérieusement l'année dernière. On a été un peu perturbé par la grosse épidémie de Covid de l'an dernier. Je dis ça parce que ça se trouve, il y en aura encore une l'an prochain, mais bon, on verra bien. Bon, toujours est-il qu'on aurait dû parler plus précisément de cette question du genre, de la violence binaire dans la société française, notamment à cause de la langue, dont Eliane Viennot elle-même dit, qu'on le veuille ou non, c'est une langue trop fortement genrée. C'est vraiment le boulanger, la boulangère, etc. Et vous voyez parfois pas le problème, mais je vais essayer de vous expliquer ça au fil des cours, au cas où vous ne voyez pas du tout ce problème. Alors, qu'est-ce que je raconte dans ce bouquin? Des tas de choses qui n'ont rien à voir. Vous avez ici le résumé du bouquin. Donc, j'envisage le patriarcat comme une méga civilisation patriarcale. Vous voyez, la grande civilisation mâle blanche qui se confond elle-même avec l'ordre du monde. Vous voyez cet orgueil, cette façon de se dire ah, nous sommes une espèce intelligente. Et j'ai montré comment on avait une propagande à travers la religion, la famille, la propriété, mais aussi les livres, c'est-à-dire comment la littérature, alors notamment l'épopée de Gilgamesh, l'Iliade, le Code de Hammurabi, etc. Enfin, tous ces bouquins qui étaient des best-sellers patriarcaux du passé, hein, sérieusement, ils ont été traduits en plein de langues, ils ont eu un retentissement énorme. Hein. Gilgamesh est de la folie. Vous imaginez pas, il a été traduit dans toutes les langues de l'époque. Alors évidemment, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, mais quand même, c'était un succès de best-seller international. Il faut bien employer le terme qui s'impose. Donc, vous voyez, en fait, j'ai étudié la méga civilisation patriarcale, née un petit peu autour du contexte indo-européen, mais pas seulement, et qui ne se résout pas à ça. Enfin, j'ai étudié notamment des tas de choses, bon, on reviendra là-dessus, notamment dans l'Iliade, comment on a vraiment deux camps, un camp qui traite les femmes comme des objets et un camp pour qui l'idée
de ne pas être l'égal ou l'égaux, enfin, de ne pas être égaux égal avec des femmes, ne vient pas à l'esprit. Donc chez les Troyens, les femmes sont extrêmement présentes et fortes, et ce sont des êtres à part entière, et Hector n'arrête pas de répéter qu'il doit rendre compte de ses actions devant les Troyennes et les Troyens. C'est pas seulement une figure poétique. Alors que chez les Achéens, c'est le camp adverse. Là, au contraire, les femmes, ça vaut un trépied. Tout le temps, les gens sont en train de dire une femme ou un trépied. C'est le cadeau qu'on fait à divers soldats ou divers généraux qui ont réussi leur coup. Et voilà, on leur offrit une femme et un trépied. Donc, vous voyez, le statut des femmes n'est pas du tout le même dans les deux groupes. Et vous voyez, je me suis centrée sur des choses comme ça. Évidemment, qui a gagné la guerre de Troie? Je vous le donne en mille. C'est pas les Troyens, c'est les Achéens. Donc, ils ont foncé le système où les femmes avaient quelques valeurs. Tout ça, c'est très intéressant, certes, mais ce n'est pas le sujet dont je veux vous parler vraiment aujourd'hui. Et j'en reviens donc à Éliane Viennot. Donc, en fait, en écrivant ce bouquin, donc celui-ci, hein, j'ai vraiment ressenti la violence linguistique sans avoir aucune compétence. Hein. Et notamment, j'ai écrit un petit paragraphe qui a été repris après par diverses associations féministes en disant que l'emploi du mot homme, euh, petit h O2ME pour désigner l'humanité, était un de ces abus de langage les plus violents, les plus destructeurs dont on pouvait voir les effets aujourd'hui. Et qu'il fallait arrêter de dire l'homme, mais qu'il fallait dire l'humain. L'humain de Néandertal, l'humain des cavernes, l'humain de Flores, sachant que justement Flores, c'est une île dans laquelle on a trouvé des squelettes d'anciens humains, ou plutôt d'anciennes humaines en l'occurrence, puisque c'était probablement des squelettes féminins, encore que vous sachiez qu'on ne peut pas tellement distinguer. Et ça aussi, on voit le sexisme extrêmement violent de la préhistoire, des préhistoriens, même des préhistoriennes. Hein. Le sexisme n'est pas réservé aux hommes, comme vous le savez. Bref, où en étais-je? Je ne sais plus trop. Oui, j'étais donc en train de vous dire qu'il fallait remplacer le terme homme par humain et arrêter de parler des droits de l'homme et des droits de l'humain, employer l'humain comme un substantif, alors qu'on a tendance encore à être gêné par cet emploi et du coup à dire les droits humains, vous voyez, à l'employer comme adjectif et non pas comme substantif. Donc je milite pour le mot humain comme substantif, en attendant mieux, parce que humain c'est encore un masculin, mais au moins ça décale par rapport à l'homme qu'on vous ressasse toujours. Alors je sais pas moi, le réchauffement c'est la faute de l'homme, nanana l'homme par-ci, l'homme par-là, il y en a marre de ce l'homme c'est un homme n'est pas une femme, enfin, surtout dans cette société ultra genrée, ultra violente. Je parle pas là en termes normatifs, hein, je dis pas qu'il y a les hommes et les femmes, non, pas du tout, je dis qu'il y a des assignés hommes et des assignés femmes, et que cette binarité est d'une violence extrême au quotidien, parmi d'autres violences et d'autres discriminations, je ne le nie pas. Donc, bon, voilà pour Dis Papa, c'était quoi le patriarcat, qui ouvre la piste en question, mais qui n'a évidemment aucune compétence particulière en linguistique, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, d'Éliane Viennot. Et c'est là qu'intervient Auristelle Bonis. Voilà, Auristelle Bonis, c'est tout ce que j'ai trouvé comme photo sur le web. Qui est Auristelle Bonis? On va la grandir un peu, même si ce n'est pas terrible. Bon, voilà, là, elle est à une tribune manifestement toute en plexiglas. Ça raye, hein, ça raye, mais bon, comme ça, on la voit bien. Bref, Auristelle Bonis, c'est l'éditrice. Elle a lu et édité mon bouquin, donc Dis Papa, c'était quoi le patriarcat, que je viens de vous présenter. Et après ça, elle commence à réfléchir et se dit, mais bon Dieu, cette histoire d'homme, effectivement, ça lui met la puce à l'oreille. Et du coup, elle demande à Éliane Viennot d'écrire un bouquin sur ce problème. Et Éliane Viennot, elle a les compétences pour parler de l'opposition du masculin et du féminin au XVIe siècle. Et ce qu'Éliane Viennot révèle dans son bouquin, non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, cette espèce de règle de grammaire, mais d'une violence symbolique qu'on vous impose. Enfin, même Thérèse de Lisieux, dans ses mémoires, elle dit « Ah, mais que de pleurs m'a valu cette règle ». Elle dit vraiment ça. Hein. Si vous lisez les mémoires, vous serez frappé. La douleur dont elle parle d'avoir à employer le masculin supérieur au féminin. La petite Thérèse de Lisieux, morte si jeune, et dont un bout de doigt figure à la cathédrale de Lisieux à titre de relique. Bon. Bref. Donc, que fait Éliane Viennot? Elle écrit ce bouquin, et ce bouquin montre, alors voilà les éditions X, ce bouquin montre qu'au XVIe siècle, on employait des tas
de noms, comment dire, de noms de métiers féminins qui ont été volontairement écrabouillés par les mecs de l'époque qui, méprisant les femmes, ont également imposé au fil du temps des règles qui donnaient la domination grammaticale comme sociale aux masculins et aux hommes. Donc, vous voyez ce processus, comment, ce que montre Eliane Viennot en fin de compte dans son bouquin, et ensuite elle va en écrire d'autres, et maintenant elle travaille surtout par conférence. Elle est professeure émérite, ça veut dire qu'elle est à la retraite techniquement, mais qu'elle continue la recherche. Parce qu'en fait, on a plus ou moins deux fonctions en tant que professeuse. Moi aussi, je suis professeuse, hein, pas émérite et pas à la retraite encore. Et en tant que professeuse, je dois à la fois faire de la recherche, donc j'écris des bouquins, des choses comme ça, et de l'enseignement. Là, c'est vous, mes ouailles. Vous allez voir, je vais y revenir à ces ouailles. Donc, ne croyez pas que j'ai perdu le fil malgré les apparences. Bref, vous avez ce bouquin que publie Eliane Viennot et qui montre que finalement, c'est volontairement et exprès que le féminin a été écrasé par la domination masculine en matière de grammaire. Naturellement, au XVIIe, ça continue allègrement avec Vaugelas et ses copains, et il y a même des auteurs de l'époque qui écrivent oui, la femme étant inférieure à l'homme, il est normal que le masculin l'emporte. Donc voilà, ça c'est tout le travail d'Eliane Viennot qui du coup a commencé à réfléchir énormément sur la façon dont aujourd'hui on pourrait faire avec cette langue affreusement genrée, affreusement masculiniste et qui efface complètement les femmes. Car quand vous dites les ouvriers se sont mis en grève, on ne voit pas les ouvrières. Et alors l'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple récent, l'histoire des soignants, l'abominable histoire des soignants. Il ne s'agit pas de soignants, il s'agit de soignantes, bien évidemment, même les médecins. Les fameux médecins, il y en a 51% de femmes en France. Donc cette surreprésentation masculine, dire les soignants, eux, c'est un scandale absolu. Et c'est ça tout le travail de réflexion sur la langue et le genre qui est mené par quelqu'un comme Eliane Viennot. Alors voilà les éditions X avant de revenir aux questions des ouailles. Ici, vous avez autrice. Alors là, voilà, il y a toutes les autrices. Et tout d'un coup, au milieu des autrices, vous avez Thierry Hoquet, qui est un homme, et vous avez ici, voilà, John Stuart Mill, qui est un homme. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'elle fait là en lien parfait avec Eliane Viennot? Que fait Auristelle Bonis, la si présente Auristelle Bonis, là, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle emploie le féminin majoritaire. Et là, vous me voyez venir, normalement, comme vous êtes plus de filles que de garçons dans ces études de lettres, et pour cause, puisqu'on oriente les filles vers les lettres et les garçons vers les sciences, ça c'est du sexisme à la petite semaine du monde contemporain, le poids énorme du social, le fait que quand j'étais nulle à l'école, on m'a balancé à faire de la couture, parce que c'est féminin, la couture, du moins dans nos sociétés, ça n'est pas partout naturellement, mais vraiment les gens ont la vue basse hein, en ce qui concerne le genre et tout ça. Bon, bref, où en étais-je avec mon histoire de couture? Oui, donc je sais faire de la couture floue, c'est de la couture féminine, n'est-ce pas? Bref, Auristel a fait le lien, a fait travailler Eliane Viennot et du coup, ça a été un super bouquin qui a énormément marché et que je vous conseille vraiment de lire. Non, le masculin n'emporte pas sur le féminin. C'était son premier livre et elle en a écrit beaucoup d'autres depuis, sans parler des conférences. Donc, comme vous êtes des étudiantes en majorité, eh bien, on va dire les étudiantes. Et ça, c'est Eliane Viennot qui le dit. Quand vous êtes devant une assemblée et qu'il y a plus de femmes que d'hommes, vous devez genrer au féminin. Autrement dit, on aurait dû dire les soignantes et on dit les étudiantes. Et ce n'est pas une honte pour les quelques hommes qu'il y a, les quelques infirmiers, les quelques aides-soignants, les quelques médecins, d'être genrés au féminin. Il n'y a aucune raison que ce soit une offense. Ça, c'est uniquement de l'idéologie mal placée et de l'orgueil masculin imposé justement aux hommes par le système social qui oppose constamment hommes et femmes dans un but pas clair sur lequel on reviendra évidemment plus tard. Donc, en fait, je devrais dire les étudiantes, je le dis souvent, mes collègues me reprennent, il y a un malaise qui fait que je finis par employer le mot « ouaille ». Et donc, j'ai tendance à dire mes ouailles, etc. Et tout le monde à la fac, vous remarquerez, commence à dire nos ouailles. Vous entendrez Pierre Zoberman dire ça, par exemple, mes ouailles, nos ouailles. Alors, au début, c'était
un peu par plaisanterie, mais c'est aussi par confort, par rapport au fait que Y, c'est ni homme ni femme, enfin, on n'est pas soumis à ce régime infect du genre, alors que, quand vous dites, les étudiantes, il y a toujours quelqu'un qui tique, enfin les choses ont du vraiment, vraiment du mal à avancer. Alors on reviendra plus loin sur, cette opposition extrêmement, violente naturellement, mais c'est vraiment une introduction aux questions du genre, qu'on n'avait pas assez, traitées par le passé. Merci beaucoup.